Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live, ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas fait, donc j'espère que vous êtes là pour nous suivre. Merci de nous regarder ce dimanche comme presque tous les dimanches du coup à 19h. Ouais, donc qu'est-ce que je disais, je sais pas s'il y a des problèmes techniques ou si c'est bon. Tout est ok. Juste le live TikTok, voir si on a un live sur TikTok. Ouais, moi j'ai un live sur TikTok, c'est bon, on est en live sur TikTok apparemment. Tout est ok. Donc ouais, c'est bon. On est en live partout. Donc ouais, comme je disais, bienvenue pour ce live hebdomadaire du dimanche à 19h. On va parler de science, parfois on va parler d'astrophysique. Aujourd'hui on va parler d'astroparticules, donc un truc un peu différent qu'on n'avait pas abordé avant. Et donc comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur TikTok, mais aussi sur YouTube, sur Twitter et sur Twitter, n'importe quoi, sur Twitch et sur Facebook. Et si jamais le son est mauvais sur TikTok, n'hésitez pas à venir plus sur YouTube parce que peut-être le son est un peu moins bien fait. Mais voilà. Et comme d'habitude, vous pouvez nous poser vos questions pendant le live, donc n'hésitez pas. Moi je check les questions sur TikTok. On a aussi, pas Xavier cette fois, mais on a une super équipe de Sakib et Edouard qui vont checker vos questions sur YouTube et sur Twitch. Donc bonsoir Sakib, bonsoir Edouard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, l'équipe de choc est là. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai un invité ce soir aussi. Donc c'est Pablo qui va vous, comme quelqu'un a si bien dit, mousquetaire en astroparticules. Bonsoir Pablo. Bonsoir, merci. Merci à toi, bienvenue dans Space Apéro. Et donc, ouais, tu vas peut-être commencer juste par te présenter un peu, dire où t'en es dans ta carrière de chercheur, ce que ça a été ton parcours, présente-toi un peu dans ce contexte. Ouais, ça va. Bonsoir à tous. Donc, je suis Pablo, mais en fait, je pense que je suis le premier ici dans ce podcast qui n'est pas français. Je suis belge. Bonsoir à toute la Belgique au passage. Et en fait, je suis flamand, donc pas francophone, donc excusez-moi si je fais des petites bêtises en français, mais ça va aller, je pense. Pas de problème, voilà. On est très ouvert ici, donc pas de et voilà, donc j'ai grandi en Belgique, je viens de la ville d'Anvers, pour tous les Parisiens, c'est l'arrêt de métro là, au Sacré-Cœur. C'est donc une ville aussi. Ouais, c'est une ville, la meilleure ville, je te dis. Hein. Ok. Bah, ouais. Je suis jamais allé, donc. Non, si tu vas là, tu veux pas rentrer, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu fais à Paris du coup non, mais là, parce que j'ai grandi là-bas, tu vois, ça fait partie de mon cœur, ma personnalité et tout. Je comprends. Non, mais bon, j'ai grandi à Anvers. Mes études de fac en physique, j'ai fait à Bruxelles. Donc, en fait, à Bruxelles, on a l'Université libre de Bruxelles, mais aussi l'Université libre de Bruxelles flamande. Donc, donc c'est le même nom, mais c'est le même nom, mais deux universités séparées. Quoi. Une qui est francophone et une qui est flamande. C'est ça. Okay. Et qui sont vraiment à côté ou qui sont sont vraiment à côté. Okay. En fait, la partie flamande, la VUB, c'est séparé de l'ULB dans les années 70, 70. Quelqu'un sur TikTok nous dit Antwerpen, est-ce que c'est une ville aussi de... Antwerpen, c'est Anvers. Quoi. Ah, ok. Ah oui, c'est la traduction. Non, Antwerpen, c'est le nom. Quoi. Il y a des vraiment. Ouais. Donc, Antwerpen, let's go. Mais après, j'ai fait toutes mes études de fac à Bruxelles. Et là, c'est là justement, on avait un groupe... en astroparticules, et je suis un peu tombé, naturellement un peu rentré dans le domaine de physique des astroparticules. Et puis, j'ai fait mes études là et ma thèse aussi à Bruxelles. Et donc, après quelques ans d'être à la VUB, je suis bougé, je suis déménagé à Bruxelles. Donc, genre 50 km que j'ai fait d'Anvers à Bruxelles pour déménager, c'était très loin. Mais super cool et voilà. Donc j'ai fait ma thèse à Bruxelles et puis quand j'ai fini ma thèse, j'ai pris des petites vacances et puis je suis venu ici à Paris pour mon premier postdoc. Ouais, du coup là donc tu es en postdoc, tu as commencé ton premier postdoc. Ouais. Et tu as commencé assez récemment, si je me trompe pas, tu es à Paris depuis novembre. Depuis novembre, c'est ça. Ok, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent là-bas sur l'écran TikTok, mais j'espère que tout est ok. Dites-nous si jamais il y a des problèmes
si vous entendez pas très bien ou quoi, mais ça a l'air de fonctionner. On nous dit aussi la Hollande, le pays des gens, mais on parle pas de la Hollande là. Hein. Non. On parle de la Belgique, hein, donc. Non, mais en fait, les Belges, les Flamands sont plutôt grands aussi, t'inquiète, mais. Ouais, il y a aussi. Mais les Hollandais, ça. Ouais, c'est les géants, c'est les géants là, je suis comme ça, de l'Europe, quoi. Ouais. Et en fait, tous mes superviseurs que j'ai eus, c'était des Hollandais, quoi. Ah ouais, ouais, et c'est tous vraiment immenses, non, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des clichés comme ça, ouais. Non, mais il y a quand même des gens un peu, plus, disons. Un peu normaux. Mais quoi, plutôt grands. Oui. Mais La pas 2 mètres, quoi. En fait, mon pote, mon collègue qui était dans mon bureau à Bruxelles, et Paul, il était 2 mètres 4, quoi. Ah ouais. Donc là, Et un Hollandais du coup aussi non, pas du tout, non, belge. un Belge. Ah oui, Ouais. d'accord. Les Belges représentent aussi parmi les grands. Et du coup, tu as teasé déjà quelques fois là, dans ta présentation, astroparticules, c'est dans le titre aussi, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment très évident de savoir ce que c'est les astroparticules et la physique des astroparticules. Donc on va peut-être commencer par là. Ouais, est-ce que tu peux déjà nous présenter un peu ce domaine global des astroparticules? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, bien sûr. À la fin, les astroparticules, ce que ça veut dire, sont des particules qui ont une origine astrophysique. Donc voilà, ça c'est la définition d'une astroparticule. Et en fait, ce qu'on aime à faire, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'étudier l'univers, donc les trucs les plus grands dans l'espace de l'astrophysique, avec les particules les plus petites qui existent, donc des particules élémentaires. Et oui, donc c'est vraiment l'alliage de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est ça, part, et c'est justement ça que j'ai trop aimé quand je suis rentré là et bon, je suis resté. Bah ouais, mais du coup, particules, ça je suis pas sûre que ça soit forcément non plus très clair en fait, quoi, parce que c'est vrai que dire que les astroparticules c'est des particules qui viennent d'objets astrophysiques, c'est une première étape, mais ça dit pas forcément tout. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce que tu entends par... Ouais, bien sûr, donc en général, bon, les particules, si on commence, les particules, si tu vas en microscopie, donc l'infiniment petit, tu commences, disons, avec les atomes, et puis tu as les nucléus, les noyaux d'atomes, et après dans le noyau, tu as les protons, les neutrons, et autour tu as les électrons, et dans les protons, tu as des quarks, et puis donc tu as toutes les particules qui sont super petites, c'est genre protons, neutrons, électrons, et des autres. Photons, par exemple, la lumière à la fin. La lumière, c'est aussi une particule, du coup, ouais, on peut dire, on dit que c'est... Donc, je dirais, historiquement, sont vraiment des noyaux de particules, donc des rayons cosmiques, comme on les appelle, qui seront des protons, en fait, des noyaux d'atomes qui viennent de quelque part dans l'espace. Par exemple, tu peux t'imaginer, si tu as une étoile qui est dans la fin de sa vie, elle va faire peut-être pourra faire une supernova. Donc une supernova, c'est une explosion d'étoiles qui arrive au bout de sa vie, quoi, qui va... C'est ça. Et donc là, tu as une explosion et tu as des particules qui sont un peu, tu vois, comment on dit, bon, sont... expulsées. Expulsées, c'est ça. On y va, on arrive. S'il y a des mots en français qui te manquent, on peut faire... Non, mais là, c'est le mot en anglais, donc je suis un peu con, c'est ça. Mais non, c'est les lives, c'est les aléas du live. Non, t'inquiète. Donc les particules sont expulsées, elles pourraient arriver à la Terre. Donc justement, et le truc le plus spécial, en fait, des astroparticules, on voit des particules, des astroparticules, des rayons cosmiques avec des énergies tellement grandes qu'en fait, on ne comprend pas comment elles sont produites. Donc c'est pas des supernovas, donc des étoiles qui fait des explosions dans la fin de sa vie. Ça c'est vraiment, on cherche des trucs qui sont plus énergétiques, genre on ne sait pas d'où elles viennent, donc c'est vraiment la question dans le domaine de la physique astrophysique. Désolé, j'étais un peu déconcentré parce qu'apparemment on avait des problèmes de son sur YouTube. Mais du coup, si j'ai bien compris, je vais juste reprendre, tu vois, si j'ai réussi à faire du son en même temps. Ok. Donc tu dis c'est des particules qui sont émises dans des événements hyper énergétiques.
mais on ne sait pas en plus exactement quels sont ces différents événements. Tu as mentionné par exemple des supernovas, donc des explosions d'étoiles, mais ça peut être aussi d'autres types d'événements qui se passent. Et le problème avec les rayons cosmiques, donc les noyaux là, de matière, des atomes, de tout, c'est qu'ils ont une charge électrique. Ouais. Et donc dans l'espace, c'est vide, mais il y a quand même des champs magnétiques. Donc un champ magnétique, si tu as une particule chargée qui passe par un champ magnétique, ça va en fait être déflecté par le champ magnétique. Ouais, ça va être... C'est genre physique basique première année. Ouais. Et donc... c'est des gens qui nous regardent qui font pas de physique. Non, bien sûr, mais justement, pour nous, c'est genre, ça fait longtemps, quoi. C'est clair, Mais à la fin, si tu as une particule qui est déflectée, elle arrive sur Terre, à la Terre, mais elle était déflectée sur sa trajectoire, on ne peut pas vraiment savoir, ok, on voit la particule, mais on ne sait pas d'où elle vient. Oui, c'est pas comme la lumière où en gros, la lumière, vu qu'elle va en gros tout droit, de toute façon, on peut savoir de quelle direction c'est et on arrive à savoir. C'est ça. Donc, on a des. En fait, pour répondre à la question là, d'où viennent ces rayons cosmiques de super haute, comme même ultra haute énergie, pour les gens qui font la physique plutôt, je parle de 10 power, 10 puissance 10 puissance jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts. Donc c'est vraiment à CERN, l'accélérateur de particules, on est à 10 puissance 14, cet ordre de magnitude, donc ça, on est vraiment super énergétique. Mais donc on se demande d'où vient cette particule. On ne peut pas utiliser les particules, même les rayons cosmiques chargés, pour trouver la direction. C'est ça. Mais on sait que elles doivent être produites dans des phénomènes super explosifs. Donc dans ces phénomènes super explosifs, il y a des rayons cosmiques qui vont avoir des interactions avec la matière, des autres trucs qui sont là dans cette source. Et là, tu vas produire des autres particules. Par exemple, des photons. La lumière, mais des très hautes énergies, donc des rayons gamma. Ok. Donc, tu as le spectre de la lumière. Et, à plus haute énergie, c'est les rayons gamma. Avant de continuer là-dessus, il y a des questions sur TikTok. Donc là, tu es en train de dire qu'en fait, ce que vous cherchez à faire, c'est un peu recroiser différentes sources d'informations pour matcher un peu différentes particules, la lumière et tout, pour savoir un peu d'où ça vient. C'est justement ça. Mais du coup, avant de continuer, parce que je t'ai pas trop interrompu, parce que en plus, il y a Pixie qui commence à jouer, c'est plus rien ne va. Il y avait une première question, il y a un moment déjà, c'est est-ce que nous sommes donc transpercés par ces particules? Si c'est des particules très énergétiques qui arrivent du ciel, est-ce qu'on est en permanence transpercé d'astroparticules? Ça dépend de les particules de Ok, la réponse c'est ça dépend, voilà, faites ce que vous voulez. Non, mais les rayons cosmiques, c'est vraiment ce qu'on appelle la radiation. Par exemple, les astronautes qui sont dans l'espace, ils ont la radiation de rayons cosmiques du Soleil. Et donc là, tu as une dose de radiation et ça... Et ça peut être mauvais pour la santé, quoi. Ouais, en fait, si tu prends un avion, justement parce que tu es plus haut dans l'atmosphère, tu n'as plus des particules qui vont interagir avec toi. Et voilà, tu vas avoir une dose de radiation qui est plus haute. Mais en fait, c'est pas grave, pas du tout. En fait, c'est naturel. Nos corps sont évoluer avec cette nature. Donc, pour nous, c'est super normal. Mais justement, les particules là, les plus énergétiques, elles sont très rares. Ok. Donc, on parle d'une particule par an qui va arriver dans une surface de genre 1 km². Donc, par surface de 1 km², il y en a une par an? Ouais. Ok. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il faut avoir pas de chance pour se la prendre sur soi. Mais imagine quand même, si moi, c'est une particule par an au kilomètre carré, là, dans Paris 19e, elle tombe sur moi, est-ce que c'est grave ou comment Non, elle va jamais tomber sur toi. Parce qu'elle va interagir dans l'atmosphère. Ah, ok. Avec les molécules d'air.
Et là, il va produire en fait ce qu'on appelle une gerbe de particules, mais des millions, des milliards de particules. Ouais, ça va plaire aux gens. Ouais, c'est une gerbe, mais en fait, c'est plutôt une crêpe, quoi. Ah, ouais. Donc, c'est comme une crêpe qui arrive au sol, et bon, tu as des particules qui arrivent au sol, et voilà. Et c'est des particules beaucoup plus faibles en énergie, du coup, j'imagine, quoi. C'est plus la grosse particule. Ouais, c'est comme si tu fais l'ouverture d'un jeu de billard. L'ouverture, tu vas avec la boule blanche, mais là tu disperses l'énergie dans les autres boules. Donc c'est un peu la première particule, elle tombe sur toutes les autres particules et là tu vas créer comme une dispersion d'énergie. Comme une vague un peu de plus faible énergie, quoi. Ok. Bon bah voilà, donc soyez tous rassurés, il n'y a pas trop de risque de se faire... Mais il y a des autres particules dont on va parler après, qui s'appellent les neutrinos en fait. Et les neutrinos ils passent par nous, mais genre ils passent comme ça. Ils passent, ça fait rien, quoi. Donc faut pas avoir peur des neutrinos, quoi. Ça marche. D'autres questions encore qui sont passées sur YouTube, sur TikTok, pardon. J'espère que ça va sur YouTube, désolé si... Bon, apparemment le son est vraiment pas bon, hein, donc bon, je sais pas ce que fait l'équipe technique, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Écoutez, peut-être passer sur TikTok, on vous dit toujours l'inverse, mais d'habitude, ça c'est... Bon, je continue de prendre des questions, du coup, il y avait des hypothèses, par exemple, ça c'est encore quand on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui peut produire ces particules, tu as dit des supernovas, on te demande est-ce que des quasars ou des trous noirs peuvent aussi peut-être produire ces en fait, pour les énergies où je suis plutôt intéressé, les supernovas sont trop faibles. Ah oui, les explosions d'étoiles sont trop faibles, carrément. Les explosions de supernovas, en fait, ça m'importe pas beaucoup. Ça, c'est vraiment, il n'y a que les astrophysiciens ou les physiciens des astroparticules pour être blasés comme ça, genre pouf, à peine une explosion d'étoiles, quoi. Là, tu dis un nom qui est plutôt vachement... C'est un peu marrant parce qu'il y a des sources qu'on appelle des blazars. Ah, et parfait. Justement, comme des quasars, en fait, sont... À la fin, par exemple, on a des trous noirs dans les centres des galaxies. Typiquement, ce sont des trous noirs qu'on appelle des trous noirs supermassifs, parce que ce sont des masses qui sont plus de millions, 1 milliard fois la masse du Soleil. Mais donc c'est super massif, et s'il y a un trou noir là qui est en train de... Bon, il y a une étoile qui est un peu perdue là, et bon, le trou noir dit bon, je vais manger, donc elle commence à vraiment absorber ce qu'on appelle un trou noir actif, c'est justement un trou noir qui est en train d'absorber la matière. Et ça crée un truc super explosif. Et un quasar, par exemple, c'est une version de ça, un blazar. Dans des cas, on peut avoir donc, le trou noir et tu as ce qu'on appelle des jets. Je sais pas comment on dit. Des jets, je dirais peut-être. Jets. Donc des expulsions de particules, mais super confinées. Donc c'est vraiment comme si tu expulses, t'as le trou noir, t'as comme ça que ça absorbe la matière, en fait, c'est la pression de matière, et là tu pourrais avoir des jets comme ça. Et si t'as un jet qui par hasard est justement dans notre direction. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle un blazar. Ok, et du coup là il y a vraiment plein de particules hyper énergétiques qui sont... Typiquement, ce sont des sources de rayons gamma, donc des photons de très haute énergie. Ok, bon bah déjà j'espère que ça donne un peu plus d'infos sur ce qui peut en produire, de toute façon on en reparlera je pense encore. Alors là il y a une question un peu longue qui est en plusieurs fois, donc je vais essayer de la recomposer. Donc à échelle infiniment petite, toute matière est composée des mêmes éléments, leur structure fait que leur nature diffère, ou est-ce qu'au-dessous du nucléon tout est identique? Non, pas du tout. Si on parle des particules élémentaires, chaque particule est... ça, c'est peut-être un bon point à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme particules élémentaires Ouais, il y en a assez en fait. T'as ce qu'on appelle les quarks. Ce sont des particules qui sont... les protons, les neutrons, toute la matière qu'on connaît, c'est en fait tout composé des quarks. Donc les quarks, c'est encore plus petit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des noyaux des atomes, non? À l'intérieur des noyaux des atomes, tu as les protons et les neutrons, et à l'intérieur des protons et neutrons, tu as les quarks.
Eh oui, donc c'est vraiment le truc encore le plus petit, quoi. C'est ça. Et après, les quarks, eux, il n'y a rien dedans, quoi. Eux, on peut pas les ouvrir, a priori. Ou Bon, c'est- on sait pas. On sait pas, mais pour le moment... Pour en le tout cas- moment, pour notre interprétation de l'univers, c'est comme ça. Mais bon, tu as les quarks, ça fait partie d'une famille, c'est vraiment la matière qu'on appelle à la fin hadronique. Mhm. Et puis, on a la famille des particules leptoniques, qui sont par exemple les électrons. Les électrons, typiquement, on connaît bien, ce sont les particules qui sont autour des atomes, des noyaux des atomes, Mhm. qui font partie des atomes. Des électrons sont. Bon, toute l'électricité qu'on a, c'est les électrons qui bougent et tout. Et voilà, on a des. Et tu as les électrons, mais tu as aussi des particules un peu comme les petits. En fait, les grands frères de l'électron, Mhm. les muons, le tauon. Donc là, tu as 3 particules aussi. J'avais oublié de dire qu'en fait, tu as 6 quarks. Donc 6 quarks qui fait les hadrons. Et bon, en fait, les quarks, en fait, ils ne peuvent pas exister individuellement. Ils sont toujours dans des protons, par exemple, qui est fait des 3 quarks, des neutrons, c'est 3 quarks. Oui, ils sont toujours par groupe, quoi. C'est ça, ils ne peuvent pas exister seuls. Mais bon, et c'est justement parce qu'ils sont groupés qu'on appelle les groupes de quarks, qu'on appelle ça des hadrons. Mais bon, c'est pas grave, tu as 6 quarks et après tu as 6 leptons. Donc c'est les électrons, les frères des électrons, c'est la famille des 3. Et puis tu as les neutrinos, donc tu as les leptons, électrons, genre tu as un électron, un muon, un tauon. Ouais. Tout ça, c'est des particules élémentaires, du coup. Particules élémentaires mais très, très importantes qui sont chargées et justement et qui peuvent interagir justement avec la matière parce ils ont une charge électrique. Mhm. Donc ça veut dire un électron, si tu mets ton doigt sur un voltage, tu vois, dans les prises, tu vas sentir, quoi. Mais justement, tu as aussi les neutrinos, et les neutrinos, ils interagissent super faiblement, donc là, Ouais. ils vont pas vraiment faire... ils sont super spéciaux parce qu'en fait, des particules, que je dirais, des particules fantômes, quoi. Ok. Et donc, tu as les 6 quarks, et tu as les 3 frères électrons, si tu veux, et les 3 neutrinos. Parce que l'électron a le correspondant en neutrino, électron, Oui, à chaque neutrino, fois, c'est et par puis le paire, ouais. muon, neutrino, et ça. Et cette famille de paires sont 3 paires, donc tu as 6 leptons. Et puis tu as des autres particules, mais bon, comme les photons et des autres particules qui en fait sont plutôt importants pour les interactions entre les particules, mais bon, c'est pas super important pour De toute façon, je pense qu'on reviendra un peu sur toutes ces histoires de particules la semaine prochaine ou dans 2 semaines parce qu'on va avoir un invité qui fait de la physique des particules, donc on reviendra là-dessus. D'ailleurs, je vois que sur TikTok, il y a eu pas mal de débats sur la fréquence des lives. Oui, effectivement, normalement c'est tous les dimanches, sauf quand je pars en week-end ou quand je suis pas là, mais là on va reprendre un peu plus de régularité normalement. Ouais, super chargé, hein. Et on nous parlait des chatons aussi comme particules. Merci Caradoc pour ce jeu de mots. Et donc, ouais, encore des questions. Après, on va revenir à ce que tu fais, mais bon, c'est toujours bien d'avoir. On a le temps de toute façon. Est-ce que tu peux dire un petit mot du spin de l'électron en 2 mots? Ou alors sinon on en parlera la semaine prochaine, ça vous savez, on aura un physicien des particules qui viendra, donc autant rester vraiment sur les astroparticules cette semaine. Et vous pourrez poser toutes vos questions de type de particules à Louis qui viendra bientôt. Le seul truc que je vais dire, tous les particules que j'ai mentionnées ont un spin demi. Ok, voilà. Et c'est tout. Faites ce que vous voulez. Pour plus, reviens la prochaine fois pour le podcast avec lui. Ça c'est un bon teaser. Ouais, ça va. Pour en savoir plus sur qu'est-ce que c'est un spin. Et les bosons dans tout ça, c'est quoi? Et ben on en reparlera aussi la semaine prochaine avec Louis. Spin 1 au 0. Voilà. Après, il y avait une question qui était venue, mais je ne l'ai pas relevée tout à l'heure parce que je me suis dit que ça allait quand même. Probablement, tu allais en parler pas mal. C'est comment on les capte, ces particules, et comment on les récupère. Donc, comment on observe, quoi. Comme la lumière, on peut l'observer avec nos yeux ou nos télescopes. Et donc, est-ce que tu veux répondre un peu à ça maintenant?
Ou est-ce que ça va être plus lié dans ton travail de recherche global Bon, on peut, disons, on parlera des rayons cosmiques, parce qu'on a déjà parlé des rayons cosmiques, et on avait aussi parlé de, bon, si tu as des particules, là, des hautes énergies qui arrivent sur Terre, ils vont interagir avec une molécule d'air, donc avec une particule de mon atmosphère, et là, tu fais la gerbe, là, des particules, et aussi, en fait, la crêpe, mais bon, disons une gerbe. Les particules qui arrivent à la surface de la Terre, si tu mets des détecteurs de particules dans la Terre, dans une surface qui est plutôt grande, tu peux détecter en fait les particules qui arrivent à la surface. Donc c'est justement en fait tu détectes les particules secondaires de la particule originale qui est venue de l'espace. Et avec ça, on essaye de reconstruire les propriétés comme l'énergie, la direction, même si elle était déflectée, mais la direction, la composition. Donc si c'était un proton, c'était par exemple un noyau de fer, par exemple. Donc là, c'est toutes les informations qu'on essaye de reconstruire avec à partir de justement cette chaîne de particules et ce qu'on capte au sol, quoi. Ouais, du footprint. Ok, ouais, du footprint, de l'empreinte peut-être de ça. Et il y a des techniques pour faire ça avec en fait des détecteurs de particules. Donc tu as les particules qui arrivent dans typiquement sont des tanks, des réservoirs en gros. Ouais, des réservoirs en fait, des réservoirs typiquement d'eau. Et justement quand les particules passent par là, ils vont faire en fait une espèce de lumière. Ça s'appelle lumière Cherenkov, mais c'est pas super. Ça fait une lumière, avec ça on peut en fait détecter les particules qui passent par. Ok. Et une autre façon de faire, et on va parler de ça aussi je pense après, c'est en utilisant des antennes radio. Donc pas des réservoirs, mais vraiment des antennes. Et quand tu as une gerbe la propagation de toutes ces particules dans l'atmosphère, ça va créer un pulse en des fréquences radio, comme ce que tu as dans... comme les radios que nous on connaît, quoi, genre c'est la même longueur d'onde en gros. Plus ou moins, hein, mais là tu vas avoir vraiment, tu peux détecter les gerbes et en fait aussi reconstruire. Tu peux savoir en gros genre quelles particules passent à côté de l'antenne, quelles particules de la gerbe. C'est plutôt, tu détectes l'émission de l'ensemble des particules qui font partie de cette gerbe. D'accord, ok. Parce que là c'est pas vraiment une détection individuelle, c'est vraiment un truc c'est tout global, d'accord, ok. On a quelques questions au passage sur, en fait, c'est vrai que c'est intéressant, les questions d'énergie, tu vois. Genre, tu parles tout à l'heure de particules énergétiques, de photos énergétiques, mais il y avait une question, bon, je sais pas si c'est facile de répondre, mais. Attends, c'était où comment on donne de l'énergie à une particule? Qu'est-ce que ça veut dire donner une particule qui a une énergie haute ou faible en fait? Parce que pour une avec particule, ça a l'air d'être juste un noyau, tu vois, un électron ou quoi. Donc, bon, pour moi, une particule qui est énergétique, c'est une particule qui bouge très vite. Ah oui, voilà, ok. Ça c'est ma impression. Ok, bon, là, si on est un peu plus exact, ça dépend aussi du référentiel où tu es, blablabla, mais dans le référentiel qu'on est ici, pour nous, disons, les particules qui font partie de nos corps ne sont pas énergétiques, ça bouge pas beaucoup. Bon, microscopiquement ça bouge un petit peu, mais c'est pas que tu vas perdre ton doigt, quoi. T'es pas en train de vibrer. Les particules là sont si énergétiques ils vont presque à la vélocité de la lumière. Super proche de la vitesse de la lumière, qui est la limite justement de... En fait, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière si on a un truc massif. Complètement, ouais. Et du coup, ça c'est quand même des particules qui ont des masses, mais qui arrivent quand même à s'approcher de la vitesse de la lumière. Super proche, mais 99,999% de... C'est nous, on a eu un 90 comme ça au passage, à la Belgique. La Belgique on va représenter. Donc en gros, c'est cette vitesse qui va leur donner, qui est équivalente à cette énergie quand on parle de trucs très énergétiques. Je pense que la question c'était aussi comment on donne l'énergie à ces particules. Et en fait,
on ne sait pas vraiment, on a des idées, mais c'est pas du tout bien connu. Il y a beaucoup des théoreticiens dans le domaine des astroparticules qui sont qui font la recherche pour trouver les méthodes, des façons de accélérer des particules en fait, donc vraiment donner de l'énergie à des particules. Par exemple, l'idée la plus populaire, ce sont des chocs. Des chocs, ouais. Des chocs, justement, si tu as par exemple une supernova, tu peux imaginer, tu as un choc comme ça, et donc il y a une façon avec des chocs que les particules peuvent gagner de l'énergie avec ce choc, et comme ça, être accéléré. Ça l'accélère et ça lui donne cette énergie-là. C'est ça. Ok. Mais ouais, c'est ça. Mais parce que, genre ici, pour nous, si on accélère des particules ici en Terre, typiquement, ça se fait avec ce qu'on appelle un champ électrique. Parce que si tu mets une particule chargée dans un champ électrique, ça va accélérer en fait. C'est comme ça qu'il accélère les particules au CERN. Au CERN, mais donc, pour la prochaine fois. On en reparle encore. Quel sens d'utilise, vraiment, j'adore. Et du coup, là, une question qui est liée à celle-ci, donc c'est la question de l'énergie, mais aussi à ce que tu disais juste avant sur la détection. Donc, comment on mesure cette énergie en fait? C'est juste, on va mesurer leur vitesse quand elles arrivent. On a une sorte comme sur l'autoroute, quoi, genre un détecteur de vitesse qui va dire ça c'est plus ou moins énergétique ou comment Ouais, donc tu peux imaginer, c'est par exemple une particule qui arrive, un rayon cosmique. Donc, en fait, moi je suis expert des autres particules, mais on y viendra. on va parler mais le rayon cosmique, on allège des particules. Ouais. Et tu peux imaginer que si les particules sont plus énergétiques, justement le footprint là, donc l'empreinte des particules dans la surface va être plus grande. Ah, parce que tu vas créer, c'est comme si le billard, même chose, tu fais un petit opening, ouverture. Une petite ouverture, ouais. Et là, ça va être un peu comme ça, mais si tu es super fort, tu vas voir, tous les boules vont en fait se déplacer partout, et c'est un peu la même chose. Donc, tu peux avec la extension de cette footprint, cette empreinte, trouver un peu reconstruire ou estimer l'énergie de la particule. Et aussi avec justement la direction, si tu prends un flashlight, une lampe de poche. Une lampe de poche, si tu la mets comme ça sur la table, tu vas voir que c'est plutôt une empreinte circulaire. Ouais. Mais si tu la mets comme ça, tu vas avoir une empreinte qui est plutôt élongée. Ah, et comme ça, on peut reconstruire la direction. Ah oui, ok. Donc, ce sont par exemple des façons avec lesquelles on peut reconstruire les particules comme énergie de direction. Connaître un peu leurs propriétés. Ouais. Et du coup, une autre question, il y a plein de questions. Après, on va passer quand même à ce que tu fais, mais un truc que je trouvais intéressant, c'est est-ce que les accélérateurs de particules que nous on a sur Terre, est-ce qu'ils fuitent dans l'espace aussi? Je sais pas si tu sais ça, mais non, je connais. est-ce que du coup, fuiter c'est l'X? Est-ce que tu vois, du coup, dans nos accélérateurs de particules, vu qu'on crée des particules très rapides, est-ce qu'il y en a qui partent dans l'espace et qui deviennent des rayons cosmiques aussi, par exemple oui, bien sûr, c'est justement cette particule qui échappe qu'on voit ici. Qu'on voit où? Non, mais par exemple, au CERN, oui. dans l'accélérateur de particules, est-ce que parfois il y a des particules qui sont accélérées au CERN, qui peuvent s'enfuir du CERN et après elles vont dans l'espace et ça devient des astroparticules? Ah, comme ça. Est-ce que c'est possible? En fait, les particules qui sont accélérées, elles-mêmes non, parce qu'elles sont confinées justement dans cette lampe par des champs magnétiques. Ils vont jamais échapper. Mais justement au CERN, ils vont faire des interactions avec les particules. Tu as des particules qui vont comme ça, et puis tu as des interactions, et là tu peux créer des autres particules comme des neutrinos. Et les neutrinos, on va venir aux neutrinos. Les neutrinos, les particules fantômes là, une fois qu'elles sont faites, en fait au CERN, avec lui tu vas parler, en fait on les voit pas. C'est comme les missing particles. Et bon, missing energy, ouais, c'est ça. Et bon, les particules là, elles peuvent partir, elles vont aller à l'espace. Ouais. Oui, elles, on ne peut pas les contenir, on ne peut pas les diriger, on ne peut pas les arrêter. Pas du tout. Elles sont neutrinos, mais plutôt pour moi,
baisse énergie. Donc, c'est pas. Ah oui, Ça serait pas précis, super ouais. intéressant pour moi. ok. Ah, une petite question politique. Si on accélère nos propres particules, est-ce qu'on peut partir plus tôt à la retraite? C'était un petit Macron d'émission. Merci. Merci à tous. Ouais, je sais pas. On invitera un sociologue pour répondre à ces questions-là un jour. Attendez, il y a eu d'autres questions, ça c'est plus des discussions qu'il y a entre les gens. Les neutrinos sont très discrets, tout à fait. C'est pas une question, c'est une affirmation. Les neutrinos sont très discrets. On va peut-être revenir maintenant un peu à toi, ta vie, ton œuvre, vu qu'on a fait un peu quelques détournements pour répondre aux questions. Et Okay. donc tout à l'heure, tu nous parlais des manières de détecter les différentes particules, les astroparticules, enfin les rayons cosmiques ou un peu ou aussi, les tanks ou les rayons, tout ça. Donc ça, on a parlé. On a parlé des différents types de particules qu'il peut y avoir. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ça, quoi? Ouais, donc moi je suis très intéressé dans les neutrinos d'origine astrophysique. Et Déjà, une première question, c'est est-ce que, donc tu es à ton premier postdoc là, est-ce que tu fais la même chose maintenant que ce que tu faisais pendant ta thèse? À la fin, la science qu'on va faire, qu'on veut faire, Ouais. les trucs qu'on veut étudier sont plutôt les mêmes. D'accord, t'es resté dans les mêmes Mais thématiques. disons, maintenant en postdoc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de détecter des neutrinos de plus haute énergie, les trucs que D'accord, j'ai parlé avant, j'ai fait avant pendant ma thèse. ok. Mais aussi, mais vraiment, les techniques sont justement différentes et ce que je fais pratiquement, c'est complètement différent maintenant parce que c'est différent. On n'est pas, ça prend du temps avant qu'on peut faire la science vraiment avec. Bien avec sûr, ça. ouais. Mais à la fin, c'est vraiment pour la science qu'on veut faire, donc vraiment étudier des sources d'origine astrophysique avec des particules, Ouais. c'est plus ou moins la même chose. Ça reste dans la même thématique. Mhm. Et j'ai oublié, il y avait quelqu'un qui nous demandait sur TikTok de représenter l'intervenant, donc c'est Pablo, je sais pas si on peut dire ton nom de famille ou pas. Ouais, bien sûr, Pablo Correa. Pablo Correa, Camilo, je le présente pas aussi bien, je le Ouais, prononce pas aussi bien. Et du coup, tu es postdoc au LPNHE, parce qu'on nous demande aussi dans quel organisme Ah oui, on bien travaille au même endroit, en fait, c'est un labo à Paris, du coup. Ok, donc les neutrinos de source astrophysique, Alors, on y va. on y Bon, va, là- ouais. La source astrophysique la plus proche de neutrinos, c'est le Soleil. Ok, donc ça va, on connaît au moins, on sait. Et pour te donner une idée, on a genre plus de 100 millions de neutrinos qui passent par ton angle chaque seconde. Ah oui, donc c'est quand même des échelles différentes. Tout à l'heure, on était sur une particule par an par kilomètre carré, et là, on est sur 100 millions par seconde par toute petite surface, quoi. Donc Oui. c'est vraiment des trucs très différents. Ah oui, mais bon, ici, parce que ce sont des neutrinos plutôt d'énergie faible, si je parle, il y a aussi des rayons cosmiques qui viennent du Soleil. En fait, la Ok, plupart ok. des rayons cosmiques viennent du Soleil, mais c'est vraiment super bas en énergie. D'accord. C'est pas vraiment ce que nous intéresse. D'accord. C'est justement pour vous dire qu'il y a des neutrinos, mais la plupart des neutrinos qu'on voit, qui viennent de l'espace, en fait, ils viennent du Soleil. Ils viennent du Soleil. Mais c'est pas ce que toi, tu vas regarder. Pas du tout. forcément, Pour ouais. moi, le Soleil, c'est un peu... C'est une source de bruit. Bon, c'est pas une source de bruit à la fin parce qu'elle est trop faible dans les énergies qu'on. Ah oui, qu'on regarde. d'accord, ouais. Donc ça pollue même pas tes observations, C'est quoi. ça. C'est juste. Mais bon, donc les neutrinos, il y en a beaucoup. Les neutrinos, à la fin, comme particules, j'avais déjà dit, sont des particules fantômes, justement 100 millions par. Ouais, et on sent par rien, hein. seconde. Je vous invite à tous mettre votre pouce en l'air et voir est-ce que vous sentez les neutrinos, mais moi, Ouais, ça va. Et si vous sentez quelque chose, peut-être viens me voir, on peut faire un prix Nobel, je sais pas. C'est ça. On fait une collab, tu Ouais, sens c'est ça. être un détecteur de neutrinos vivants. Ouais. Viens nous voir. Non, mais là, c'est justement pour vous dire que ce sont des particules qui sont très lucides, qui typiquement, ils interagissent pas beaucoup. Mhm. Mais on va. Et justement, si on veut comprendre d'où viennent les rayons cosmiques, donc les particules chargées qui sont déflectées par des champs magnétiques, Ouais. si on veut comprendre d'où elle vient, Mhm. on a besoin d'une particule qui va tout droit. qui va tout droit. Eh oui. Et là, Eh oui. Et là, là, les neutrinos mais sont- là,
je pense que les gens pourraient dire, mais pourquoi pas des photons, quoi. Oui, pourquoi pas la lumière, c'est vrai, très bonne. Et là, la lumière, elle est très bonne, j'aime bien, mais justement, la lumière, elle peut interagir, les photons, les particules de lumière peuvent interagir avec la matière, avec des autres photons, en fait, dans leur trajectoire. Et là, c'est un peu embêtant pour nous, parce que s'il y a des photons qui viennent, qui n'arrivent pas chez nous, bon, on ne peut pas voir la source des rayons cosmiques. Et aussi, les photons peuvent être produits dans des autres procès qui ne sont pas liés aux rayons cosmiques. Jusque les neutrinos, là, les neutrinos sont vraiment seulement produits dans des interactions de rayons cosmiques. Donc, si tu vois un neutrino qui vient d'une source, tu sais qu'il y a des rayons cosmiques qui sont produits là, parce que c'est la seule façon comme les neutrinos peuvent être produits. Et donc les neutrinos, une fois qu'ils sont produits, ils disent bon, je me casse, je pars vers la Terre, et comme ils sont super faibles, ils vont passer partout et arriver à la Terre. Et ils arrivent à la Terre, il y a Pablo qui les attend comme ça. Hey guys. Mais là tu me dirais, mais ok, mais donc ils vont passer par toi, tu vas pas les voir. Parce qu'ils sont super faibles. Comment on va détecter les neutrinos si ils sont si élusifs? Donc la réponse, c'est de faire un détecteur super grand. Ok. Et on va arriver à ces détecteurs dans 1 minute, après avoir refaire une petite pause question, parce qu'il y a eu d'autres questions encore en parallèle. Quel bon tease. Alors, je remonte un peu dans les questions. Où on en était blablabla. Ouais. Donc, est-ce que les neutrinos sont-ils tous pareils ou sont-ils tous différents? Donc ça, tu as déjà évoqué un peu tout à l'heure, non? Il y a 3 types de neutrinos. Il y a 3 types de neutrinos et ils peuvent... Un neutrino qui commence, disons, comme un neutrino de famille électron. Ouais, donc tu avais dit tout à l'heure, il y a 3 types de neutrinos qui correspondent à des particules. Donc il y a des neutrinos électrons, muons et... c'est quoi le dernier? Tauon. Et tauon? Ouais, tauon. Si tu veux. Okay. Mais à la fin, tu as 3 neutrinos, tu as 3 goûts de neutrinos, comme on les appelle. Et justement, le goût peut changer au cours du temps. Ah ouais. Et ça, c'est très spécial des neutrinos, mais bon. Ils peuvent changer d'identité au fur et à mesure du temps. Ça. Okay. Ils sont vraiment. Ça va pas faciliter la vie en plus. Mais bon, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent être quand ils veulent. C'est bien, c'est beau aussi, c'est fluide quoi. Genre, c'est ça. On apprécie aussi. On pourrait apprendre comme ça, c'était un peu de neutrinos en fait. Exactement, c'est vrai. Alors, une question peut-être un peu plus métaphysique, c'est ça sert à quoi les neutrinos? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que... Qu'est-ce qui sert à quoi dans la vie? On peut se demander, mais ouais, est-ce que... Les neutrinos, ils servent On me demande est-ce qu'ils doivent servir à la stabilité de l'espace. Est-ce que ça veut dire quelque chose? En fait, à la stabilité de la conservation d'énergie. C'est comme ça qu'ils sont détectés, en fait, parce que justement, c'était dans les réacteurs nucléaires où tu as... ils ont vu qu'il y avait une partie d'énergie qui était perdue et ils ne comprenaient pas pourquoi, parce qu'une des lois fondamentales de la physique, c'est la conservation d'énergie. Ouais. Donc, si tu fais un truc, à la fin, tu dois avoir avant et après la même énergie totale. Ouais. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça. Et justement, là, Paoli, un gars italien, avait dit je vais inventer une particule qui prend de l'énergie, mais qui ne peut pas être détectée, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Donc il avait dit un peu, j'ai fait un truc trop mal, trop mauvais, j'ai inventé une particule qu'on ne peut pas détecter. C'est pas ouf quoi comme c'est ça. A priori. Mais... Et c'est ça le neutrino, et en fait ça n'a pas pris super long avant de les détecter, de les découvrir, c'est genre 20 ans après. Ça c'est fort en vrai pour le coup, quoi. C'est vraiment un move. Donc c'est vraiment, ça sert à la conservation des lois de l'univers si vous voulez. Et mais aussi pour moi, ça sert à ouvrir une fenêtre à l'univers qu'on ne peut pas avoir avec des autres particules et des autres façons, disons, plus classiques de regarder. D'observer, c'est une autre manière d'observer l'univers et de... C'est comme si tu achètes des lunettes, mais qui sont avec un glace... un verre plus
plus spécial, ou un filtre, disons, un filtre, mais spécifique des ondes spécifiques, et voilà. Donc, c'est beau ce que tu dis. Hein. Voilà. C'est une belle image. Allez, encore 2-3 questions avant de continuer, parce que le temps file en plus. Mais il y avait des questions encore. Bon, on a déjà répondu tout à l'heure, mais du coup, ils interagissent peu, donc ils sont pas dangereux, même s'ils sont énergétiques, les neutrinos. Donc on a dit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de souci. Sinon, je pense qu'on n'existerait déjà tous plus, hein, si on s'en prend 100 millions par de ceux du Soleil. Et est-ce que leur énergie diminue au fur et à mesure de leur vie? Non. Ah, ça c'est aussi une bonne qualité, j'imagine. Justement, pas. Bon, non. Ils sont pas réchauffés. Non. Ok, attends. On arrête, on repart. Non. On rewind, on rembobine. La réponse est oui. Justement parce que c'était plutôt, je pensais dans des interactions et tout ça. Donc elles vont pas interagir, mais justement comme les photons, exactement comme les photons, comme l'espace-temps. On dit ça en français. Ouais, exactement. Donc ça expande. Ça s'expand. Ouais, ça s'expand, et comme ça aussi l'énergie, comme en fait on peut en penser comme la longueur d'onde de la particule. Là les particules sont, bon, c'est compliqué. Voilà, tu as un problème entre les ondes et les particules. Mais là en fait l'onde de particules est un peu étréchée aussi avec l'expansion de l'univers. Donc oui, les neutrinos vont perdre un peu d'énergie, mais pour les énergies qu'on regarde et les distances, donc les distances où d'où vient, on parle d'un facteur, disons, vraiment genre 5, si c'est vraiment, donc 5 fois moins que l'énergie originale. Mais ça, c'est quand même. Mais ça, c'est vraiment des trucs les plus loin. Et là, ça, c'est vraiment limite déjà. En fait, les neutrinos peuvent venir des trucs de redshift les plus loin, les redshift 11. Ça, on peut mesurer des neutrinos On pourrait, ouais. Les neutrinos, c'est justement parce qu'ils n'interagissent pas pendant sa vie. Donc, ils vont perdre de l'énergie, mais en fait, c'est 10 fois moins d'énergie. Justement pour nous, 10 fois, c'est pas nécessairement trop. Ah oui, il y avait déjà tellement d'énergie pour commencer qu'il en reste encore. Ça dépend un peu de l'énergie de l'expérience avec laquelle tu veux détecter les particules, mais en fait, ouais, c'est justement. Je sais pas si vous avez déjà parlé du Cosmic Microwave Background. On n'a pas encore parlé du fond diffus cosmologique. Ok, mais nous on est là aussi. C'est intéressant. Le seul truc que je veux dire, on pense qu'il y a aussi un fond diffus de neutrinos de cosmos. Ok, donc c'est-à-dire une sorte de rayonnement qui baignerait un peu dans lequel l'univers baignerait, qui serait. Ouais, mais justement du Big Bang et qui est super redshifté, donc l'énergie de ces neutrinos sont super faibles. Ok, donc pour le moment on n'a pas encore réussi à le détecter. Ouais, parce que c'est super difficile. D'accord. Mais bon, maintenant, haute énergie. Haute énergie, ouais, on y revient. Bon, il y a des questions qu'on reprendra encore après, mais donc on va revenir un peu quand même sur tes recherches. Ouais, ça va. Mais justement, si on a parlé, bon, j'ai pris des autres lunettes pour regarder ces neutrinos, mais comment on fait ça en pratique? Donc, il y a plusieurs façons de les faire. Ça dépend de l'énergie. Donc, je vais parler de 2 régimes d'énergie. On va parler des hautes énergies. Ouais. On va parler des ultra hautes énergies. Ah oui, vous de toute façon vous n'avez pas le temps quoi. C'est pas genre des hautes et des basses, c'est soit les hautes, soit les ultra hautes. Ouais, mais on n'est pas originaux. Et bon, pour la différence là, c'est genre les ultra hautes énergies sont genre 100 à 10 000 fois plus énergétiques que les. Bon, au plus en fait, au moins 100 fois plus énergétiques que les autres énergies. Ok. Donc ça vous donne un peu l'idée. Ouais. Mais bon, et du coup, peut-être que tu allais expliquer ça, mais s'il y a ces 2 régimes, est-ce que c'est parce qu'ils viennent de sources différentes ou Ouais, en fait, c'est ça qu'on aimerait bien comprendre. Ah, et on sait ne pas sait encore pas. On sait pas. C'est justement, on a besoin des expériences pour comprendre. Mais moi, j'ai fait. Donc pour ma thèse, j'étais dans les hautes énergies. Donc, c'est 10 puissance 12 à 10 puissance 15 électronvolts. Donc, électronvolts, c'est une unité d'énergie
les physiciens de particules. Ouais, c'est assez particulier, mais ouais. Et un particulier. Hein. On fait des jeux de mots sans même s'en rendre compte dans Space Apéro. Et donc, ce qu'on a fait, on a créé une expérience qui s'appelle Ice Cube. Ok. Ice Cube, vraiment comme un cube de glace, quoi. Un cube de glace, ouais, littéralement ouais. ça. Parce qu'ils ont pris un kilomètre cubique de glace. Donc 1 kilomètre cubique, il faut bien se rendre compte que c'est quand même immense, quoi. C'est 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas fait... Où est-ce qu'on trouve un glaçon aussi gros, quoi, déjà? Au pôle sud. Eh oui. Au pôle sud. Et au pôle sud, donc on a fait des trous et on a instrumenté justement ce kilomètre sur kilomètre sur kilomètre avec des modules optiques. Des modules optiques, c'est un truc comme ça. Et on a mis genre 5160 de ces modules optiques dans la glace justement. Donc si je comprends bien, en gros vous avez pris une zone donc au pôle sud de 1 km sur 1 km et après vous avez fait des trous de 1 km encore sur toute cette zone. Les trous sont plus en fait parce qu'on a besoin de la glace super claire. Ouais. Donc c'est vraiment les modules sont entre 1,5 et 2,5 km sous la surface. Ah oui, ok. Donc c'est vraiment des trous... Ouais, donc ils ont fait des trous, ça a pris du temps, hein, mais bon, le détecteur a été fini en 2011. Okay. Et ça a pris combien de temps en tout à être construit 2007 à 2011. Ah ouais, donc 4 ans quand même de... Ouais, mais le problème là, c'est que c'est vraiment au pôle sud, en Antarctique. Mais c'est que, bon, comme c'est au pôle sud, t'as pas vraiment de saison. Ouais. T'as juste l'hiver et un peu moins l'hiver. Ouais, c'est vrai. L'été, moins 30 degrés. Mais bon, c'est seulement dans l'été, en hémisphère sud, c'est à l'inverse que notre été. Ici, ouais. Donc, à partir de novembre jusqu'à fin de février, c'est la saison où on pouvait y aller pour déployer le détecteur. Ah oui, parce qu'en hiver, il fait déjà tellement froid, les conditions sont tellement dures que c'était pas possible de faire des travaux à ce moment-là. Et c'est pas possible d'accueillir à tous les gens pour ces travaux. Et oui, pour faire ces travaux, oui, parce que c'est une base là-bas où il y a très peu de personnes en hiver et après il y a plus de gens qui peuvent venir en été. Mais voilà, donc, et ce qu'on fait en fait, c'est avec ces modules optiques, bon, tu as des particules qui peuvent passer par là, qui peuvent passer par le détecteur, et ils vont créer la même lumière que je parlais dans les réservoirs, là, les particules, ils vont faire une lumière, bon, dans la glace c'est de l'eau, mais ok. Mais de l'eau solide, quoi, c'est ça. Ça reste, Et donc, parce qu'on est si profond dans la glace, elle est super claire. Et donc on peut vraiment très bien voir la lumière des particules énergétiques qui passent par le détecteur. Ah oui, ok. C'est pour ça que vous avez creusé si profond, enfin qu'ils ont... C'est ça. Pour que la glace soit assez claire pour voir la lumière qui passe. Ouais. Donc ce qu'on fait, on a les neutrinos qui viennent là avec des autres énergies. Et en fait, c'est vrai, la plupart, ils vont passer. Ils vont pas interagir dans notre détecteur. Mais de temps en temps, justement parce qu'il est si grand, c'est comme... Bon, si tu fais un peu de darts, de fléchettes, c'est super difficile de faire le bullseye. De viser au milieu de la cible. Ouais, c'est ça, mais c'est genre c'est plus facile de faire tout le reste de la cible que le centre, quoi. Ouais, c'est ça. Donc si tu fais un truc qui est plus grand, t'as plus de chance en fait que ça tombe pile poil. Donc il y a une petite probabilité qu'un neutrino va interagir. Et ça, quand ça va interagir dans le détecteur ou à côté, va produire des particules, des particules en fait comme les gerbes là quand j'en parlais, mais dans la glace. Ouais. Donc des particules, et là ces particules vont faire cette lumière
qu'on peut détecter avec notre détecteur. Mais du coup, attends, si je comprends bien, Oui. c'est donc le neutrino qui va traverser la glace, il interagit avec la glace ou il interagit avec des La glace. détecteurs qui sont La ouais, il glace. interagit avec la glace. La glace. Et dans la glace, il va refaire des gerbes de particules qui vont être, elles, détectées dans tes... Ouais, c'est ça. Dans En tes fait, photos, dans tu tes- vas jamais vraiment détecter le neutrino lui-même, Ouais. parce qu'on peut pas. On a besoin des autres façons, des trucs indirects en fait, pour détecter ces neutrinos. Mais justement, quand le neutrino il va interagir, il a une énergie qui est tellement haute, il va complètement détruire le molécule d'eau pendant l'interaction. Et bon, là, ça va créer comme une petite de particules. Et ouais. on note, ça c'est le terme scientifique que vous Bah oui, utilisez, bien sûr. ouais. Et toutes ces particules vont dans la glace, parce qu'ils ont une énergie qui est assez haute, vont produire la lumière. Lumière qu'en fait on pourrait voir avec notre propre yeux, la lumière Cherenkov. C'est la lumière qu'on peut voir dans les réacteurs nucléaires. Ouais, c'est beau, j'ai déjà vu. Pas dans un réacteur nucléaire, mais au CEA, dans un. Je crois qu'il y avait une expérience. Donc c'est plutôt bleu. Ouais, c'est bleuté. Ouais. Donc voilà, et c'est justement cette lumière qu'on peut détecter avec notre module. Et ça dépend, ça dépend justement du goût du neutrino et de comment justement cette lumière va se propager, la signature va être dans le détecteur. Donc, grossement, on a deux types de trucs. Tu as un détecteur, donc c'est un cube. Et là, la plupart des neutrinos, quand on fait des interactions, ça va créer ce qu'on appelle une cascade, c'est un truc sphérique. Donc c'est comme si dans le détecteur, on voit les modules optiques qui vont détecter la lumière, ça va être plutôt un truc sphérique. Qui se propage. Et il y a les autres qui sont plus droites, comme ça, qui vont traverser les détecteurs. Et moi j'aime bien ces particules parce que, bon, c'est un goût de neutrino, justement ces signatures, parce que, bon, si tu as un truc, comme je fais comme ça, bah, si je sais mon neutrino est venu par là, tu peux savoir d'où il vient. Il a fait une deuxième particule qui a passé comme ça pour le détecteur, il a créé justement ces signatures de lumière dans le détecteur, donc je peux reconstruire la direction de la lumière. Eh oui. Donc je peux faire une astronomie, mais avec des neutrinos. Parce que je peux vraiment. Ok, est-ce qu'on voit les neutrinos des endroits et voilà. Et du coup, une question, donc ça c'est une question qui vient de moi. Plus que il y a d'autres questions sur TikTok qu'on va prendre après aussi, mais est-ce que attends, je viens de perdre ma question. Oui, à combien de neutrinos vous vous attendez dans cette surface, enfin dans ce volume de 1 km3? C'est quoi la fréquence des neutrinos auxquels vous attendrez? Donc j'imagine, comme tu as dit tout à l'heure, que de toute façon vous ne pouvez pas tous les détecter, mais en théorie vous en attendez quelques dizaines par an, entre des dizaines, centaines par an, ça dépend parce que, en fait, de tous les trucs que j'ai parlé avec énergie, tout, le plus énergétique que tu vas, le plus rare que les particules sont. Donc en fait, ça, si tu regardes, c'est un truc, c'est exponentiel en fait. D'accord. C'est toujours ce qu'on appelle des power laws. Des power laws, c'est des lois de puissance? Ouais, les lois de puissance, donc t'as les lois de puissance où bon, t'as beaucoup de particules à une énergie plutôt, disons, plutôt faible, et puis plus haute énergie, en fait, elle va tomber assez vite. D'accord. Donc, ça dépend aussi, parce qu'il y a beaucoup des analyses avec, justement dans IceCube, qui vont voir, donc ça dépend de l'analyse, combien on peut capter, des signatures, justement, les goûts de neutrinos qu'on veut utiliser, etc. Mais typiquement, c'est genre entre 10 et 100 par an. Qu'on peut vraiment distinguer, parce que la plupart des trucs qu'on voit dans le détecteur, c'est pas des signatures. C'est du bruit plus que vous avez. Le bruit, ça vient de rayons cosmiques. Ah ouais. C'est justement des rayons cosmiques légers qui arrivent, et justement cette particule, en fait des muons, peuvent traverser quelques kilomètres dans la glace, et donc là on voit plus de 2700, genre 2700 ce qu'on appelle muons atmosphériques, ou muons d'origine de cette gerbe de rayons cosmiques. 2700 par seconde.
Ah oui, ok, donc c'est Donc beaucoup, c'est, beaucoup on parle plus, de, ouais. on doit trouver genre 10 à 100 neutrinos par an En dans un filtrant bruit les, de ouais. 2700 particules. En fait, ne nous intéresse pas. Donc c'est. Dit comme ça, en vrai, ça a l'air un peu impossible, quoi, Mais là, mais vous y arrivez, quoi. Parce que justement, ces muons, ces particules, le spectre de la puissance, en fait, la puissance. Oh, bonjour. Il y a des gens sur TikTok qui demandaient où étaient les chats, mais il y en a un qui a décidé de faire une apparition. Ben voilà. Et donc, on peut, les neutrinos qu'on a, les énergies ou la puissance de la power law, De la bonne puissance. la loi de puissance est plus, en fait, plus, on dit dur, en fait, c'est une terminologie un peu, ouais. Donc c'est plus dur, donc ça veut dire qu'il y a plus de particules, des énergies plus hautes que le bruit qu'on a. Donc, il y a vous arrivez à distinguer. et donc si tu scannes en énergie, si tu vas plus haut, il y a vraiment un endroit où il y a plus de neutrinos d'origine astrophysique que de bruit, et là on peut distinguer les deux. Oui, d'accord. Et c'est justement là, c'est genre 10 puissance 13 électrons. Ok. Ouais. Et une autre question que je trouve intéressante aussi, c'est. Mais donc, ça, j'imagine, enfin, je te laisse répondre, mais comment vous savez que ces neutrinos viennent bien du ciel et pas de la Terre? Parce que si, pour certains, vous n'arrivez pas forcément à connaître leur direction. Parce que justement, pour avoir des neutrinos avec des énergies qu'on voit, bon, on a, ils peuvent pas venir de la Terre. Oui. Il y a pas de possible, bon, il y a des analyses qui cherchent des neutrinos indirects de matière noire qui centrent la Terre. Ouais. De la matière noire qui serait au centre de la Terre? Ouais. Il y aurait... Ouais, mais ça c'est bon, c'est pas ma expertise, mais il y a des analyses comme ça, donc ça a l'air intéressant. Ouais, mais généralement à cette énergie, bon, ils peuvent pas avoir des sources de ces neutrinos dans notre Terre. En fait, les neutrinos que plus justement en Ice Cube, pas typiquement dans les autres expériences de ultra-tonnerie, c'est pas le cas. En Ice Cube, on aime plus les neutrinos qui passent par la Terre, parce que justement ils peuvent, bon, t'es au pôle sud là. Tu as tous les rayons cosmiques là, tout le bruit qui vient de là, mais si la Terre ici, ça c'est le pôle Nord, si tu as un neutrino qui vient que là, tu as tous les bruits qui en fait, il va pas arriver sur la Terre, mais les neutrinos peuvent passer pour toute la Terre et en fait interagir avec le détecteur. Donc c'est en fait, c'est un peu marrant parce qu'en fait on aime bien qu'il y a des neutrinos qui viennent en fait plus en bas de la perception du détecteur qui est au pôle sud, donc en haut, si en tu haut qui regardes regarde le la globe. Terre, Ouais. mais il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace de toute façon. Ouais, Voilà, oui, c'est vrai. On peut se servir du décor aussi pour montrer les choses. Donc Ice Cube est là, justement là, et donc tu as... Attention, Ouais, on ne voit pas bien sûr, mais on va... Oups, rien de grave. Voilà, je peux faire le porte-carte si tu veux. Donc voilà, donc ici Ice Cube est vraiment justement là, et bon, si tu as des neutrinos qui viennent par ici, ils peuvent traverser la Terre, interagir dans Ice Cube, mais des autres particules qui sont faites dans l'atmosphère, ils peuvent traverser des kilomètres dans la Terre, mais pas oui, ils seront beaucoup plus vite freinés des milliers que... de kilomètres, donc voilà. Ouais. Donc là, c'est justement la partie du nord de la Terre. On est mieux pour trouver des sources qui sont ici dans l'espace, disons, qu'ici. J'adore quand on se sert du décor comme ça pour ouais, c'est ça. Mais bon, si tu fais... maintenant, ils sont en train de faire ici dans le Méditerranée, ici, justement, ils sont en train de faire un télescope. Et ils sont en train de faire des versions comme Ice Cube, mais dans l'hémisphère nord, pour justement regarder plus l'hémisphère. Ce qui arrive du sud, quoi. Okay. Donc c'est vrai que c'est quand même très particulier, que ces particules que tu regardes, les neutrinos, parce que... Enfin, par rapport à tout ce qu'on regarde d'habitude en astronomie, où on veut vraiment être le plus près du ciel possible, on envoie des télescopes dans l'espace et tout, alors que vous êtes bien content d'avoir la Terre qui filtre un peu tout le bruit, quoi. Genre, pour nous, l'idéal, ce serait plutôt avoir un truc qui est vraiment super grand et dense pour les neutrinos pour interagir. Et isolé, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, ce que moi j'ai fait après, donc on a justement les neutrinos, c'est les muons neutrinos. C'est cette famille de particules qui font les traces comme ça dans le détecteur. Que tu peux vraiment trouver leur direction.
et donc moi j'ai utilisé cette... Parce qu'en fait en 2013, avec IceCube, on a découvert que les neutrinos d'haute énergie d'origine astrophysique, ils existent. Ok, avant c'était pas... C'était pas connu du tout, donc ça fait 10 ans. Ok, ah oui c'est vraiment récent quoi. C'est ça. Et donc, le truc c'est qu'on voit des neutrinos, mais parce que c'est vraiment, ils sont quand même super rares, et c'est assez difficile parce que, bon, on a les neutrinos qui font bon, on peut faire l'astronomie, mais aussi les autres, les plus sphériques, là. Donc on va en fait plus... Bon, ça, c'est des signatures de neutrinos qui sont plus compliquées à interpréter, parce que vous savez pas forcément... Compliquées à interpréter en direction. Ouais. Mais donc, on les voit, mais c'est plus difficile de savoir d'où ils viennent. Ce qu'on appelle pour nous, ce qu'on appelle un flux diffus de neutrinos d'haute parce énergie. Que pas directionnalisé. C'est comme s'ils viennent de partout avec la même fréquence. Isotropique, mais on appelle ça, c'est la terminologie qu'on utilise. Donc c'est diffus. Mais bon, on sait que si c'est diffus, ça ne veut pas dire on va avoir des sources. Des sources, ils existent. Donc on veut les trouver. Donc avec IceCube, on a fait beaucoup d'analyses en collaboration. Donc c'est une expérience internationale c'est plutôt américain en fait, mais donc comme tous les projets de cette envergure, que ce soit en astronomie, en astrophysique, en cosmologie, c'est souvent des grands groupes de plein de pays différents. Il y a des potes de chèques qui veulent participer. Parce que il faut tellement d'argent et de personnes pour construire ce genre de choses que c'est jamais un pays seul quoi. Donc IceCube, c'est une collaboration de plus ou moins 350 personnes, chercheurs. Et bon, là... J'imagine aussi des ingénieurs, des techniciens, un peu tout. Oui, mais je pense que maintenant, parce qu'on est... Bon, oui, mais c'est pas... comme le détecteur est là, on peut pas... On peut pas faire grand chose parce que maintenant il est dans la glace et c'est complètement... Oui, maintenant il n'y a plus qu'à analyser les données quoi, il y a plus... c'est ça, mais tu vois, il y a des gens qui sont là tout l'an pour voir que le détecteur marche bien, il y a deux personnes qui restent là pendant tout l'hiver. Qui sont exprès pour... Et bon, il y a aussi dans de headquarters... dans les quartiers généraux, disons. Oui, c'est à Madison, c'est à 3 heures de Chicago, aux États-Unis, l'État de Wisconsin. Et c'est là, bon, il y a plutôt des ingénieurs soft aussi qui bon, fait des simulations, tout ça. Et, bon, donc là, mais en fait, là, c'est vraiment une collaboration qui est... La majorité est vraiment des scientifiques qui analysent les données quoi, pour essayer de... Ouais, c'est ça, je dirais. Mais bon, et donc moi, ce que c'est typiquement on fait, parce que bon, on ne sait pas d'où il vient, donc on a des idées, il y a des modèles, il y a des théories qui disent, ok, mais il y a des sources astrophysiques qui pourraient faire des neutrinos des hautes énergies. C'est une théorie, et donc nous, on pourrait dire, ok, on va chercher avec IceCube si on voit des neutrinos qui viennent de la direction de cette source dans l'espace. Donc on a des locations spécifiées, on va regarder si on voit les sources. En termes de lumière, quoi. Si vous voyez la contrepartie lumineuse. En fait, c'est plutôt à l'envers. Typiquement, sont des sources qui sont déjà connues dans une onde électromagnétique. Ok, d'accord, ouais. Donc originalement, on pensait, ok, on a besoin des trucs des hautes énergies, donc on va commencer avec des sources gamma. Donc, comme tu disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, c'est des photons très très énergétiques, donc de la lumière très énergétique, on va dire, quoi, de très... c'est ça. De très petite longueur d'onde. Ouais. Très haute fréquence. Et donc, on a des sources de ces particules, des photons gamma, comme les blazars par exemple, qu'on a parlé un peu. Et on va chercher, ok, on a des locations de cette source. Est-ce qu'on voit une accumulation de ces tracks, justement, est-ce qu'on les voit de la direction de cette source? Et
Bon, moi j'ai fait Et ça. du coup, suspense, est-ce qu'on les voit ou pas? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on arrive à matcher? Donc, tu veux the good news or the bad? Good news always. Ok. Donc, on a deux sources. Ouais. Ah, vous avez trouvé deux sources? Deux sources. Depuis En 10 2011? Écoute, deux sources, c'est mieux que zéro quelque part en vrai. Ouais, en fait, une source, c'était une source transitoire qu'on a trouvée, c'était en 2017 qu'il y avait justement une source gamma. En fait, ce qu'on a vu, c'était un ISQ, il y avait un événement là, une trace là super belle. On était, oh, c'est génial. Ouais, on va exactement savoir d'où ça vient et tout. Ouais, c'est ça. Et si c'est un neutrino, ok, c'est une énergie, vraiment, c'est dans notre fenêtre, on aime bien. On va envoyer un message à tous nos collègues les autres observatoires, bon, les ondes gamma et tout, pour voir s'ils voient un truc où vient ce neutrino, parce qu'on pense que c'est un neutrino. C'est pas pour un événement, c'est pas super facile de savoir si c'est vraiment un neutrino généralement. Mais bon, ok. Là, donc là, vous appelez tous vos collègues en mode c'est ça. Bon, j'imagine que c'est pas comme ça au téléphone, avec le téléphone comme ça. Alors, est-ce que t'as vu un rayon gamma? C'est plutôt un truc automatisé, ça arrive. Mais dans Hollywood, c'est sûr qu'on verrait les gens comme ça en train de s'appeler les uns les autres. Alors, est-ce que vous avez vu un truc qui correspond? Mais je pense qu'après, oui, une fois qu'ils ont vu que, bon, il y avait une source là, connue, en gamma, mais qui était en train de flare. Donc, c'était blasé, quoi. En train de blaser un peu. Wow, je sais pas si c'est un mot de flare, c'est de. Bon, en fait, disons que la luminosité des sources, c'est comme une lampe que tu peux changer la luminosité, et ça peut varier. Donc, justement, au moment qu'on voyait ce neutrino, disons, bon, c'est un neutrino, on est plutôt sûr, on voyait qu'il y avait plus de luminosité de gamma, il y avait plus de photons, donc c'est une intensité qui était plus haute. Ah, qui était plus haute, justement. Le neutrino, on a dit, ok, mais ça c'est vachement cool. Ça a l'air bien quand même, quoi, ça a l'air de correspondre. Et après, on a regardé parce qu'on ne connaît pas du tout cette source, elle n'était pas connue du tout, c'était un blazar, un redshift 0,34. Donc c'est une distance de genre un ordre de 1 milliard d'années-lumière. Ok. Donc c'est moi. C'est moi, ouais. J'avoue que je parle jamais en années-lumière en vrai, donc c'est bien. Ouais, gigaparsec. Ok. 1 gigaparsec. Ok. Voilà. Et bon, on n'a pas vraiment jamais regardé cette source, parce qu'on ne savait pas qu'elle est plutôt intéressante. Ouais. Et après, on a regardé de nos données en SQ, on a trouvé qu'il y avait un instant entre 2014 et 2015 qu'il y avait une augmentée du flux de neutrinos, si tu veux, de cette source. D'accord. Donc on a vu en fait en même temps. Bon, ça vous avez regardé en quelle année du coup? Ça, on a tout fait après cette alerte en 2017. Ah, c'est en 2017. Donc c'était en vous septembre. avez regardé vos données passées en gros pour voir est-ce que. Oui, on avait parce qu'on n'avait jamais fait, parce qu'on ne savait pas que c'était tellement. Bon, on peut faire ça, on peut voir. Ok, on a des données, on n'a jamais vu. Et on voyait, ouais, c'est plutôt. Il y a un truc là. Donc, c'est en fait les deux observations indépendantes qui, pour nous, c'était ça la première source. Ça a donné plus de confiance en gros à cette observation c'est parce ça. qu'il y a eu plusieurs. Et c'est justement pour ça qu'on l'appelle la première source de neutrinos. Et bon, le nom est super cool. C'est TXS 0506 plus 056. Déjà, bravo, tu la connais par cœur. Bon, après, moi, sur le 2. En fait, c'est facile parce que TXS, c'est comme Texas. Parce qu'on a appelé tout Texas. Ok. Et puis, c'est 3 numéros en fait. 0506 plus 056. Tu vois. Ah oui, ok. Donc c'était plutôt facile. Oui, ça. En fait, ça va vite. Ouais, ça va. Bon. Après, je pense quand même qu'il aurait pu avoir un nom un peu plus sexy. Non, pas du tout. C'est nul. Les astronomes, les astroparticules. Non, mais là c'était ça. Non, là c'est la faute des astronomes gagnants. Ah ok. Bon, bah les astronomes gamma, il faut faire des efforts là. En fait, c'est aussi astronaute, si tu veux, mais ok. Bref.
Ça, c'était la première source. Et la deuxième source qu'on a vue, c'est très récemment. Ok. Parce qu'en fait, IceCube, une fois qu'il était fait, ça prend des données. C'est l'exposure, l'exposition, en fait, aux neutrinos, c'est tout le temps. C'est comme si si tu prends des photos avec des lumières plutôt faibles, tu dois faire une exposition avec ta caméra qui est plutôt longue. D'accord, ouais. Mais avec iScoop, on peut la faire si long qu'on veut. Ouais. Donc on peut attendre. À la fin, Et vous cumulez des trucs, des données. C'est ça. Et après 10 ans d'accumulation, on vient de trouver la première source qui n'est pas donc les autres, c'était vraiment des transitoires, donc un moment où il y avait plus de neutrinos. Mais maintenant, on voit qu'après 10 ans, on voit une accumulation en 10 ans qui on dit, ok, il y a une source là qui envoie des neutrinos tout le temps, qui est pas transitoire, qui est stationnaire si tu veux. Ouais. Bah, félicitations, tu fais très bien, mais Et cette source, elle est vraiment plutôt beaucoup plus proche, dans une distance de un peu genre 10 mégaparsec, donc 10 l'ordre de magnitude de 10 millions d'années-lumière, que pour moi c'est proche. Ça te donne un peu le truc. Moi je regarde aussi, j'ai oublié, typiquement on regarde des sources qui ne sont pas dans notre galaxie, on regarde des trucs qui sont des autres. C'est vrai qu'on n'a pas parlé vraiment de ça, mais effectivement ça reste un point important à souligner, qu'il y a différentes échelles aussi dans l'astrophysique, la cosmologie, l'astrophysique des particules. Soit on peut regarder des choses très proches dans notre système solaire, soit dans notre galaxie, soit dans d'autres galaxies, donc des choses extragalactiques, et donc plutôt dans ce cas-là, tu regardes des choses un peu à l'extérieur. Ouais, et voilà donc... Et qu'est-ce que c'est comme source alors, vous savez, vous avez réussi à trouver donc c'est la source là, c'est un nom un peu moins compliqué, c'est NGC 1068. Ok, c'est pas non plus très stylé, mais... M77 ou 77 pour... T'inquiète, on aime la Belgique, n'hésite pas. Mais je pense qu'il y a un autre nom, mais M77, c'est comme Andromeda, c'est M81. C'est un catalogue, le catalogue Messier. C'est un des plus vieux catalogues de galaxies en fait. C'est ça. Et donc c'est une source très connue. Depuis très longtemps. Et c'est une source qu'on appelle une source SAFER. SAFER, ça veut dire c'est un trou noir là qui est actif, donc les trous noirs supermassifs qui sont en train de manger des étoiles et tout ça. Dont on a parlé tout à l'heure aussi. C'est ça, et donc ce qu'on voit c'est les modèles qui réussissent à expliquer les observations qu'on a en neutrinos sont plutôt que ça vient de vraiment ce trou noir ou l'environnement du trou noir. Ok, trop bien. Parce qu'il y a aussi des autres possibilités, mais bon. On voit que c'est plutôt le trou noir. On pense. Donc 2 sources en 10 ans. 2 sources. Et bon, moi, pendant ma thèse, j'ai cherché des autres sources qui sont des galaxies ultra lumineuses en infrarouge. Ok. Donc l'infrarouge, c'est une autre longueur d'onde électromagnétique, donc de lumière. La lumière en fait, mais d'une autre couleur en quelque sorte. Typiquement, l'infrarouge, on la connaît bien comme notre corps, on est chaud, donc on a une lumière d'infrarouge. Si tu as la caméra infrarouge, on peut voir les corps. C'est ça, souvent vous voyez genre, je sais pas, est-ce que c'est la police ou exactement, ils sont là avec leurs lunettes infrarouges pour voir dans la nuit et tout ça. Et donc là, justement, ce sont les galaxies les plus lumineuses. Et en fait, ce sont typiquement des galaxies, des paires de galaxies qui sont en train d'interagir. Parce que les galaxies, en fait, ça peut passer elles peuvent s'attirer par gravité. C'est ça, donc s'attirer et donc se fait des interactions et des images incroyables, en fait. C'est un peu comme ça. Allez, tellement préparé, genre tu sors des choses du décor et tout pour pouvoir montrer. Donc, voilà, mais. C'est très beau, il y a plein d'images de Hubble. Les antennes, en fait. Les antennes, les antennes. N'hésitez pas à regarder sur internet, sur Google. Mais voilà, donc ce sont des galaxies qui sont en train d'interagir, donc ça peut créer des environnements très énergétiques, justement, avec une formation d'étoiles qui est très haute. Donc ici, dans notre galaxie, typiquement, on produit l'équivalent d'un soleil par an. Dans cette galaxie, on produit plus de 100. Donc, mais et pas dans toute la galaxie, mais dans une région plutôt petite.
Et aussi, on a les trous noirs là qui peuvent jouer un rôle. Donc c'est plutôt compliqué. Bon, compliqué, c'est cool en fait, j'aime bien. C'est des endroits où il se passe beaucoup de choses en tout Ouais, cas. c'est ça. Donc là, il y avait des idées. Ok, on pense qu'il pourrait y avoir des neutrinos qui viennent là. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait pendant ma thèse, c'est j'ai fait une sélection des galaxies ultralumineuses et infrarouges qui pourraient être intéressantes. Et après, j'ai regardé est-ce qu'on voit des neutrinos qui viennent de ces endroits. Et la réponse est non. J'ai vu rien. Pour les gens qui aiment bien la statistique, j'avais un p-value qui était égal à 1. Ah oui, carrément quoi. Rien de rien. Mais est-ce que ça veut dire que rien n'est émis ou que peut-être juste il y a des choses qui sont émises mais on n'arrive pas à les détecter quoi? Absolument. Donc on ne peut pas vraiment conclure ni dans un sens ou dans l'autre. Ben oui, donc c'est pas parce qu'on voit rien que c'est pas là. Ça veut dire que c'est plus faible. C'est comme tes yeux. C'est pas comme si je prends une lumière qui est super faible et je vais super loin que la lumière n'est pas allumée. Mais ça veut dire que nos yeux sont pas assez sensitifs en fait pour les détecter. Et c'est exactement la même chose, mais en fait, la vérité, moi je pense qu'ils vont imiter des neutrinos, mais avec dans un flux, une quantité qui est vraiment plus basse qu'on peut détecter aujourd'hui. C'est ce qu'on peut voir maintenant, quoi. Okay. Et bon, ce qu'on peut faire justement, c'est pas parce qu'on voit rien qu'on ne peut pas apprendre. Justement, c'est la même chose, parce qu'on peut, en fait, ce qu'on peut dire, ok, on voit pas, moi j'avais analysé proche de, disons, 7 années de données, pas 10, 7 années, et ok, dans 7 années je vois rien. Donc je peux mettre des limites au le nombre de neutrinos que ces sources peuvent... Donc même quand on voit rien, on peut toujours, ça permet quand même de dire des choses, quoi. C'est pas juste bon bah j'ai rien vu, tant pis, on n'a rien appris, mais tu apprends quand même des choses en disant il y a au moins... Et déjà on peut dire comme population de sources dans l'univers, qui sont les galaxies ultralumineuses et infrarouges, on peut dire ok, elles peuvent... En fait, moi j'ai le résultat le plus important, c'est que elles ne peuvent pas être, comment dire, contribuer à plus de 10% de tout le neutrino de la diffus qu'on voit avec ASU. Donc les neutrinos qui viennent un peu partout, on sait que c'est moins de 10% viennent de galaxies. Et donc il faut encore comprendre d'où viennent les autres 90% et tout ça. Donc encore et genre, après 10 ans, on a 2 sources, donc c'est pas du tout trivial. Bon, trivial, là, un autre mot très c'est pas du tout simple, mais on va y arriver. Tu sais quoi, Pablo, on arrive presque à la fin de ce live déjà. Il est déjà presque 20h30 et on n'a même pas encore eu le temps d'aborder ce que tu fais dans ton postdoc ni ce que tu fais dans ta vie de chercheur. Donc il faudra revenir un jour pour nous parler de tout ça à un autre live Space Apéro. Ouais, mais je peux. En fait, ce que je fais maintenant, c'est plus ou moins la même chose que j'aimerais bien faire. À la fin, on va détecter les neutrinos de plus haute énergie, ultra haute énergie. Mais en fait, on ne va pas faire un détecteur dans la glace, on va le faire dans la surface. On va faire un détecteur qui s'appelle GRAND. C'est un très grand détecteur à la fin. C'est pour vraiment vous convaincre qu'il est grand. Ouais, ça va être grand, c'est l'idée. Et là, on va... justement, je parlais de détecter les gerbes des particules avec des antennes radio. On va faire un peu ces techniques, mais pour les neutrinos. Donc c'est ça l'idée. Et ce que je fais maintenant, c'est vraiment on est en train de développer des prototypes. On a un prototype qui est en train d'être déployé en Chine et un prototype qui est en train d'être déployé en Argentine. Et ici, justement, aussi en France, on a la station de radioastronomie de Nancy, on a un petit prototype. Et là, ce que moi je vais faire, c'est je vais essayer de faire les antennes plus ou moins autonomes. Donc j'ai dit que dans les émissions radio de cette gerbe seront plutôt comme ça, c'est comme un pulse de radio. Donc il faut être très rapide pour analyser les... C'est ça en fait, ce que je veux, c'est que l'antenne elle-même peut savoir, quand elle voit un pulse comme ça, que c'est un signal, c'est intéressant, je vais envoyer mes données, comme ça on peut les analyser après. Donc c'est déjà un travail... Donc c'est pas vraiment l'analyse et l'astrophysique déjà, c'est vraiment plus au côté détecteur. De toute façon, il y a toutes ces étapes-là pour toute expérience en astro, d'avoir déjà de commencer à ce que les choses fonctionnent, qu'elles fonctionnent comme on veut, et après à terme vous faire de la science, quoi. Mais bon, on te réinvitera peut-être un moment pour en parler, parce que là on est vraiment presque de la fin, et on a eu quelques commentaires
Il y a Caradoc qui disait sur TikTok que ton Ice Cube est trop petit, donc effectivement maintenant vous construisez un grand pour pouvoir voir plus. En fait, ils vont faire un Ice Cube Gen 2 qui va être 10 fois plus grand que l'Ice Cube maintenant. Donc 10 fois plus grand, il va faire combien? Non, il va faire 10 fois 10 fois 10, là ça serait... Ça va être genre 8 fois 1 fois 1. Ok. Donc Bon, bah, 8, voilà. 9 Peut-être qu'on verra 8 fois plus de neutrinos du coup, c'est-à-dire 16. Ouais, Et du coup, quelques petites questions que je voulais te poser avant la fin, que j'ai pas eu le temps de te poser avant. Déjà, est-ce qu'il y a une petite anecdote de ta vie de chercheur que tu voudrais nous raconter ou est-ce que, bon, en fait, peu, c'est plutôt une anecdote de plus. Ça m'a, disons. Ça a vraiment changé un peu tout la perception parce que bon. Quand je suis... Bon, ça fait aussi partie un peu de ma vie comme chercheur, donc on fait les deux. Donc quand j'ai commencé en études de fac, je fais tous mes études, ma thèse à Bruxelles, en Belgique. Et quand je suis entré en ma première classe de physique mécanique classique, de physique, donc le en prof, licence, il est... Ouais, là, hein? En licence du coup En licence, ouais, bachelor. Donc le prof super cool, blabla, il commence à écrire dans le tableau et moi je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? Je comprenais rien. Aïe. Rien du tout. Ouais. Et là c'était ok mais j'aime bien moi j'étais mais j'aime bien le truc l'espace, les astres, tout ça. Ouais. Mais là ok avec le temps tu apprends et tu commences à te développer comme personne d'une façon et comme scientifique de l'autre. Et puis bon j'avais jamais pensé à ce moment-là que moi je serais chercheur, que je fais moi faire un doctorat en physique, mais t'es fou, oui. Mais là après c'est aussi j'ai eu la chance, j'ai trouvé un truc que j'aimais super bien. J'ai aussi eu un endroit où c'était super cool, mes superviseurs de thèse en fait déjà de licence, parce qu'on on a une petite thèse de licence si tu veux, puis une thèse de master et puis la thèse doctorale. Un peu comme nous on fait des stages en France. C'est ça. Et bon, mes deux superviseurs de tout, déjà en licence, disaient même pendant ton doctorat, tu vas faire attendez, c'est fou. Mais là, en fait, tu vois, c'est pas parce que toi-même tu penses que tu n'as pas les capacités que tu peux pas le faire. Et en fait, moi, ok, c'est un beau message à transmettre à la jeunesse. Ouais, et aussi c'est un peu, si tu veux y aller, si tu travailles pour un truc, tu dois le travailler en fait. Parce que moi, j'avais compris à l'université avant, à l'école et tout, c'était super facile pour moi, je faisais rien, j'avais des bonnes notes. À l'université, non, tu dois y aller, tu dois bosser, tu dois travailler quoi. Ouais. Et là, j'ai appris, et bon, à la fin de mes études, j'étais pas mal, disons, en termes de notes, mais j'ai aussi appris, bon, tu peux faire, si tu aimes bien ce que tu fais, ça aide beaucoup. Mais pour moi, c'est aussi la recherche, ça fait partie. La conclusion de Pablo, de toute façon, c'était il faut que ça reste un plaisir de faire ce travail, quoi, si je te comprends. Ouais, ce travail et tous les travaux qu'on fait. Quoi. Bah ouais. On doit vivre la vie, quoi. La vie, have fun, have a good time. Bah, je pense que c'est un très bon moment pour s'arrêter. En plus, vu qu'il y a des bugs un peu et qu'on est à 20h30. Merci à tous de nous avoir suivis, malgré les bugs potentiels. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de physique des particules. On reprend les lives avec André. Bon, je sais pas, si notre FAT, on veut parler un peu plus sur Grande, est-ce qu'on va faire avec là plaisir, tout, voilà, avec plaisir. Et aussi, bon, un peu plus sur moi, je sais pas. Oui, c'est vrai qu'on a à peine effleuré ce que tu avais fait comme recherche aussi. Et tout ça, non, mais c'est bon. En fait, on a parlé assez de ce que moi j'ai fait. Bah, merci beaucoup Pablo en tout cas. Merci à vous, à tous et à tous à venir et à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye.